Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais. Nous devons être très nombreux à Paris ce samedi 3 juillet 2021. C'est donc quelques semaines, 2 à 3 semaines pratiquement, un peu plus de 2 semaines. La raison pour laquelle nous devons être très nombreux à Paris est que nous devons empêcher, nous devons dire non au gré à gré. Nous devons empêcher, nous devons dire non au gré à gré en préparation. C'est ça la raison principale pour laquelle nous devons être à Paris ce 3 juillet 2021. En effet, le régime Biya, il faut le dire clairement, prépare la succession de Paul Biya de façon malhonnête. Je précise bien de façon malhonnête, car le Cameroun n'est pas une dynastie. Le Cameroun n'est pas une monarchie. Le Cameroun, officiellement, est censé être une démocratie. Et d'ailleurs, il n'en saurait être autrement, puisque le pays qu'on appelle Cameroun, Camaroès, venu de Rio dos Camaroès, ce pays est né en 1884, même si les frontières ont été revues après pratiquement la Première Guerre mondiale. Mais ce pays est né en 1884. Donc, au Cameroun, nous avons plutôt un ensemble de peuples. Le Cameroun est constitué, comme la plupart des pays africains d'ailleurs, d'un ensemble de peuples. Il est donc inadmissible que certains individus deviennent des rois du Cameroun. Tous les peuples du Cameroun ont des rois, il faut le dire clairement. Tous les peuples du Cameroun ont des rois. C'était ainsi à l'époque et c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais ce pays qu'on appelle le Cameroun, qui est un ensemble, un rassemblement de ces peuples, ne saurait avoir un roi. C'est pour ça que nous devons être à Paris. Nous refusons des rois au Cameroun. Nous refusons des successions monarchiques au Cameroun. Nous refusons la passation de pouvoir au gré à gré. Il faut que ce soit très clair, que les Camerounais le sachent. Le fils de M. Paul Biya, Franck Biya, a rencontré très récemment des généraux de l'armée camerounaise. Il y a d'ailleurs d'autres rencontres. Et ce n'est pas fortuite. Ce n'est pas un hasard. Il prépare simplement sa prise de pouvoir. La chance que le peuple camerounais a actuellement, il faut qu'il se soit clair. La chance du peuple camerounais actuellement est qu'ils soient divisés dans leur groupe. Entre eux, ils sont divisés. Il y a 2 clans. Ils se discutent le pouvoir après Biya. Il y a le clan de celui qui signe aujourd'hui tous les décrets de Paul Biya, celui qui fait office jusqu'ici de chef d'État au Cameroun. Vous allez remarquer, toute décision au Cameroun est toujours sous haute instruction du chef de l'État. Ce n'est jamais le chef de l'État a pris telle décision, mais c'est presque toujours sous haute instruction du chef de l'État. Donc nous, Camerounais, nous devons avoir conscience du fait que le gré à gré est très proche. Le gré à gré est très proche parce que Biya Paul n'est plus. Et si il s'avère d'ailleurs que Biya Paul est vivant, s'il s'avérait qu'il est encore vivant,
alors il n'est plus en état de diriger le Cameroun. Il n'est plus en état de diriger même sa famille, je précise bien. S'il s'avérait que Biapol est encore vivant, alors il n'est même plus en état de diriger le Cameroun. Il faut qu'on soit clair. Si Biapol était vivant ou en état de diriger le Cameroun, ou même de diriger sa propre famille, pour rien au monde, Biapol n'aurait été absent. Il n'aurait été absent du sommet France-Africain. Le sommet France-Afrique en fin mai dernier. Un sommet qui a duré 3 jours. En fin mai dernier à Paris. Biapol, Monsieur Biapol qui aime tant la France, qui aime tant l'Europe. Monsieur Biapol qui par le passé avait dit être le meilleur élève de la France, ne pouvait pas rater une occasion pour être présent à Paris. Une occasion en or, un sommet France-Afrique. Surtout que le Cameroun occupe une position stratégique dans la région du Golfe de Guinée et en Afrique centrale. Mais M. Biapol a été représenté par son ministre des Finances. C'est incroyable. Nous savons tous que Biapol a toujours snobé les sommets entre Africains. Donc on peut comprendre son absence lors du sommet récent à Abuja, où il fut représenté par évidemment Ngogo Ferdinand. Mais M. Biapol n'a jamais été absent d'un événement où il y a la présence, où il y a la présence d'un chef d'État français, ou voire même européen, mais particulièrement français. Donc il ne pouvait pas ne pas venir au sommet de France-Afrique récent à Paris en fin mai, s'il était vivant ou en capacité de diriger sa famille, même sa propre famille. Donc en capacité de diriger le Cameroun, en capacité de diriger sa propre famille. Il n'est pas venu. Monsieur Biapol a forcé par le passé, en 2019, il a mis tout en œuvre pour revenir en Europe. Après avoir été chassé par les activistes camerounais de la diaspora d'Europe, de Genève, quelques mois plus tard, en octobre, il a négocié avec le président français. Il a d'ailleurs, dans toutes ces négociations, accepté rapidement de libérer plusieurs prisonniers politiques, parmi lesquels l'illustre le président élu, son excellence Kamto Maurice alias le Sage. Voyez-vous, Monsieur Biapol a malgré tout réussi à revenir à Paris, à Lyon, sur un sommet lors d'un sommet où sa présence, pour un sommet où sa présence n'était pas forcément requise, le sommet sur le sida. À Lyon, les activistes camerounais ont encore mis tout en œuvre pour l'humilier, pour lui dire ta place n'est pas là, tu es un usurpateur, tu es illégitime. Malgré cela, il est revenu un mois plus tard, en novembre à Paris, l'hôtel Meurice, où il a été encore véritablement humilié par les activistes de la diaspora camerounaise. Je fais partie de ces activistes de la diaspora camerounaise qui étaient présents à tout moment où il a fallu dire à M. Paul Biya, vous êtes illégitime, votre place n'est pas ici. Il est venu en Europe, il a mis tout en œuvre pour revenir en Europe. L'Europe, il faut le dire, l'Occident, c'est la vie
de M. Biapol. Il ne peut pas vivre sans l'Occident, sans venir en Europe. Quand il est invité, il viendra toujours. Donc s'il ne vient pas, ça veut dire qu'il y a problème. Je voudrais rappeler que le sommet sur la France-Afrique aurait dû avoir lieu en juin 2020. Mais il n'a pas eu lieu en juin 2020 parce qu'il y a eu le Covid-19. Et il faut noter que le monsieur Paul Biya y était invité. Il avait été invité par le président français. Donc les activistes nous ont préparé déjà des actions pour ce sommet. Nous allions aller une fois de plus dénoncer l'usurpateur Paul Biya, ce président illégitime du Cameroun. C'est lui qui fait office de chef d'État au Cameroun, alors que notre pays est dirigé sous haute instruction. Vous voyez, je vous donne des éléments qui corroborent la thèse selon laquelle M. Biapol ne vit plus, ou du moins est en incapacité totale de diriger notre pays, le Cameroun, y compris sa propre famille. Il faut le dire très clairement. Même diriger sa propre famille n'en est plus capable. Il faut que ce soit très clair. Et lorsqu'on ne peut plus diriger sa propre famille, ça veut dire qu'on est soit mort, soit sur le plan de la santé, on n'a plus les moyens. C'est pour ça que le gré à gré est en marche. Et je vous le dis, cette année 2021, ils vont avoir l'obligation de passer à la vitesse supérieure. Monsieur Biapol, qui aime tant l'Europe, qui aime tant la France, qui a eu à dire qu'il était le meilleur élève de la France, n'est pas allé à N'Djamena au Tchad en fin avril dernier lors des obsèques du maréchal Déby, alors que le président français y était présent. Emmanuel Macron était venu à N'Djamena valider un coup d'État militaire et constitutionnel. Emmanuel Macron, le président français, avait donc besoin pour cela, pour que les choses soient plus vraies, de tous les autres dictateurs d'Afrique francophone autour de lui. Il avait besoin de cela, pour cela, de tous ces autres dictateurs d'Afrique francophone autour de lui. Ça aurait été plus simple, plus facile pour lui, il n'aurait pas été seul. Yaoundé N'Djamena, c'est pas loin. Mais, M. Biapol n'était pas présent. Vous imaginez ça? Le président français Emmanuel Macron, il est à N'Djamena. Et M. Biapol, le dictateur Biapol, le tyran Biapol, le meilleur élève de la France, Biapol, n'est pas à N'Djamena. Ce n'est pas possible. Pour tous ceux qui connaissent la personne, pour tous ceux qui peuvent faire des analyses sur la psychologie des individus, ceux-là qui peuvent faire ces analyses-là comprennent que ce qui se passe aujourd'hui démontre que Biapol, le tyran Biapol, ne gouverne plus le Cameroun. Le tyran Biapol ne gouverne plus le Cameroun et il n'est plus en état
de se mouvoir. S'il ne peut pas se mouvoir, il ne peut pas faire un voyage pour N'Djamena. S'il ne peut pas faire un voyage pour Paris, lui qui aime tant la France, lui le meilleur élève de la France, ça veut dire qu'il n'est plus vivant ou qu'il est en incapacité totale. Non seulement de diriger notre pays, mais également de diriger sa propre famille. Voyez-vous, il est vrai que Biapol a toujours eu du grand mépris pour le peuple camerounais. Mais, avec une affaire comme celle du Covid-19, le Covid-Gate, avec une affaire comme celle du Covid-Gate, s'il était encore vivant, ou en capacité d'agir, il aurait au moins réagi. Il aurait fait un semblant. Il aurait procédé rapidement à l'arrestation de quelques brebis galeuses à lâcher. 2-3 ministres auraient été arrêtés pour donner l'impression qu'il était en train de travailler contre le détournement de fonds publics. Voyez-vous, il ne l'a pas fait. Vous avez remarqué, il ne l'a pas fait. Vous avez remarqué que même entre ces ministres, les uns et les autres font ce qu'ils veulent. Les uns et les autres font ce qu'ils veulent. Ferdinand Ngongo, le SG, fait ce qu'il veut. Le ministre, le garde des Sceaux à la justice, fait ce qu'il veut. Chacun est son propre patron. Le premier ministre John Gouté n'a rien à dire. Chacun est son propre patron. Ça, c'est une confirmation que le despote Biya n'est plus. C'est pour ça que nous devons être à Paris. Parce qu'il n'est plus et ils veulent le remplacer par soit son fils, Franck Biya, ou par Ferdinand Ngongo qui a pris goût, puisque Ferdinand Ngongo dirige en partie le Cameroun depuis plus d'1 an, régulièrement sous haute instruction de celui qui fait office de chef de l'État du Cameroun, Paul Biya, le tyran Paul Biya. Réveillons-nous, Camerounaises, Camerounais. Nous partons à Paris pour dire non au gré à gré. Nous devons être nombreux, très nombreux à Paris pour dire non au gré à gré. Non au gré à gré. Personne ne veut voir Franck Biya prendre le pouvoir. Je précise bien, personne ne veut voir Franck Biya prendre le pouvoir à travers une élection frauduleuse, à travers un coup d'État électoral. Si jamais Franck Biya doit prendre le pouvoir, il faut que ce soit dans les règles. Il faut qu'il soit le candidat, il soit candidat à l'élection présidentielle et que cette élection-là soit transparente. Mais évidemment, il est clair que dans une élection transparente, Franck Biya ne peut en aucun cas gagner, puisque sur le plan politique, les Camerounais ne pourront pas le voter. Donc si Franck Biya devenait président du Cameroun, ce serait à travers une fraude électorale, exactement comme son père, qui a toujours usé de fraude électorale, coup d'État électoraux, pour se maintenir 40 ans au pouvoir. Nous ne voulons pas voir d'un Ferdinand Ngongo au pouvoir après
des coups d'État électoraux. Donc, contre le gré à gré, nous devons être à Paris. Je l'ai déjà dit ici. Au-delà du fait qu'il y ait entre eux, il n'y a pas encore un consensus entre eux. Le consensus au niveau de qui doit prendre le pouvoir. Au-delà de cette dispute entre eux. Au-delà de cette dispute entre eux, Franck Biya ou Ferdinand Ngongo, nous devons faire en sorte que même s'ils trouvent une entente, que cela ne soit pas possible. Que cela ne soit pas possible, qu'il n'y ait pas de gré à gré. Et nous, dans la diaspora, l'une des meilleures façons de dénoncer cela, c'est manifester. Manifester en dénonçant cela. On ne peut pas dénoncer le gré à gré sans demander évidemment une réforme consensuelle et effective du système électoral du Cameroun. On a besoin d'élections transparentes au Cameroun. Et il faut le dire clairement. Et là, je m'adresse aux militants du RDPC, militants du RDPC. Votre parti, le parti des Flammes, a à l'Assemblée nationale du Cameroun plus de 80% des députés. Vous dites que votre candidat Biya Paul a remporté les élections en 2018. Vous prétendez à plus de 70%. Mais la question que nous nous posons, ou la question que je vais vous poser, c'est pourquoi êtes-vous donc contre toute réforme consensuelle et effective du système électoral? Pourquoi êtes-vous contre une réforme consensuelle et effective du système électoral? Si vous avez gagné, si vous êtes si sûr que ça de votre puissance, vous êtes conscient, convaincu de l'amour des Camerounais malgré les 185 000 euros, les 185 milliards de francs CFA alloués au Cameroun par le FMI pour lutter contre le Covid-19 et détournés par vous autres, par le gouvernement, il faut le dire, le gouvernement Biya, conscient de vos forces, vous devez être les premiers à encourager une réforme consensuelle et effective du système électoral. Vous devez être les premiers à vous asseoir avec les autres Camerounais, discuter avec eux et dire, bah ok, vous doutez de notre victoire, nous autres, nous allons discuter avec vous de comment est-ce qu'on fait pour que l'élection soit transparente afin que prochaines élections, personne ne puisse émettre le moindre doute sur votre victoire ou défaite. Afin que tout le monde soit conscient du fait que les résultats ne souffrent d'aucun doute. Les résultats ne doivent pas être, les élections ne doivent pas être entachées de fraude massive. Si vous êtes conscient de vos capacités, vous passez le temps à insulter les militants et sympathisants du MRC, à insulter le MRC, à insulter le président élu du Cameroun, par ailleurs président national du MRC, son excellence Kanto Maurice, alias le sage. Mais si vous êtes conscient de votre puissance, vous dites que vous avez gagné des élections. Mais des élections que vous avez gagnées, vous devez donc être capable de dire oui, on parle pour pouvoir organiser des élections transparentes dans notre pays. Vous devez donc être capable d'accepter une réforme consensuelle effective du système électoral. Mais tout laisse croire que vous avez une grande phobie des choses claires.
avez une phobie des choses claires, de la clarté, des choses transparentes. Vous refusez cela. Et c'est ça la preuve que vous n'avez jamais gagné d'élection au Cameroun. Ni l'élection présidentielle, évidemment. Tout le monde se souvient de l'histoire des 32 PV. Ni l'élection présidentielle de 2018, ni celle d'ailleurs de 1992, ni les législatives récentes largement boycottées. Vous étiez seul sur le terrain avec vos partis satellites. Élections largement boycottées par le peuple camerounais. C'est les dernières élections législatives sous instruction du président élu du Cameroun, Souleymane Kamto Maurice alias le Sage. Donc, Camerounais sont nombreux à Paris pour dénoncer le gré à gré. Parce que si le gré à gré passe, je vous le dis, Franck Biaye, il est jeune, il n'a que 50 ans. Le gré à gré passe, ça fera 40 ans de plus. Ça veut dire, après que le despote, Paul Biya, ait dirigé le Cameroun, comme il a dirigé, ait détruit le Cameroun pendant 40 ans, son fils va continuer de détruire le Cameroun pendant les 40 prochaines années. N'oublions pas que Franck Biya, dont on parle, est très connu au Cameroun pour son rôle joué dans l'exploitation forestière du Cameroun, la destruction de la forêt, la déforestation du sud, de l'est du Cameroun, y compris d'ailleurs la destruction des routes, puisque ces grumiers détruisent les routes. Ce qui fait office de route dans ces régions au Cameroun. Alors on dit non au gré à gré. Évidemment, on se part à Paris, dit non à la guerre dans le Nozo, non au génocide perpétré par le régime Biya dans le Nozo. Je vais vous dire ceci, il faut que ce soit très clair. Il y a plusieurs membres du régime de Yaoundé et certains hauts gradés, plusieurs hauts gradés de l'armée qui se font énormément d'argent dans cette guerre du Nozo, cette guerre fratricide contre nos frères du nord-ouest du sud du Cameroun. Et ils se font tellement d'argent qu'ils ne souhaitent pas que la guerre s'arrête. Il faut qu'on soit très clair. Ils sont nombreux les membres du régime Biya. Ils sont nombreux hauts gradés de l'armée camerounaise qui se font tellement d'argent dans cette guerre du Nozo qu'ils souhaitent que cela reste comme ça indéfiniment. Donc pour dénoncer cette guerre dans le Nozo, pour dire non à ce génocide, nous devons être tous à Paris ce samedi 3 juillet 2021. Et il y a quelque chose de plus grave. Je ne dirais même pas plus grave parce que d'une manière ou d'une autre, il faut que cette guerre s'arrête. Mais je vais vous dire quelle va être la tragédie pour notre Cameroun, le triangle national. C'est d'une part une bonne chose parce que il ne faut pas que nos frères du Nozo continuent d'être massacrés. Il ne faut pas. Les Ampa Boys ne pourront jamais être vaincus. Ils ne pourront jamais être vaincus par le régime Biya. Aucune armée conventionnelle dans ce monde, aucune armée n'a jamais vaincu un peuple dans sa région. Ce n'est pas possible. Aucune armée n'a réussi cela. Ce qui s'est passé à l'époque, lors du génocide de Bamileke, dans les années 60, était dû au fait que les Bamileke de l'époque n'étaient pas armés. C'était dû au fait que toute la résistance de l'époque, l'UPC, Bassa particulièrement, Bamileke n'était pas armé. C'est à ça que cela est dû. C'est pour ça qu'on vous parle de génocide de Bamileke, génocide en pays Bassa. C'est ça qui nous a fait échouer. On n'était pas armés à cette époque. La France avait réussi à
recevoir l'aide des autres puissances, des puissances occidentales d'ailleurs, telles que les États-Unis, à recevoir leur soutien, même si ce n'était pas actif. Mais à cette époque, il y avait une guerre quasiment entre communistes et capitalistes. Or, ils ont donné l'impression, les Français ont donné l'impression que l'UPC était communiste. Et du coup, c'est devenu compliqué pour l'UPC. À cette époque, il y a eu ce génocide parce que les gars n'étaient pas armés. Ils n'étaient pas armés, il faut le dire. Ils n'étaient pas armés. L'Éthiopie d'ailleurs n'a pas pu être colonisée par l'Italie parce que l'Éthiopie avait été armée. L'Éthiopie était armée, ils avaient des armes de guerre, des fusils. Et ça a joué un grand rôle. Ça avait joué un grand rôle. Maintenant, le génocide dans le Nozo continue simplement parce que les Zamba n'ont pas encore quadrillé tout leur territoire. Ils n'ont pas encore quadrillé tout leur territoire. Donc, les membres du régime Biya en profitent et partent faire des crimes, partent tuer dans ces régions-là. Pour preuve, ils tuent les femmes enceintes, les bébés. Remarquez bien, ceux qui sont les premières victimes du régime Biya dans le Nozo, ce sont les femmes enceintes, des bébés, des vieux, des personnes en fait inoffensives. Il faut bien remarquer cela. Mais les vrais soldats en bas, les guerriers en bas, le régime de Yaoundé n'a pas accès à eux. Et ces guerriers en bas sont en train de devenir encore plus forts. Parce que si vous n'avez pas remarqué, ils ont des armes plus sophistiquées que par le passé. Les membres du BI se font tuer régulièrement. Les membres du BI se font tuer régulièrement. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué. Les membres du BI se font tuer régulièrement maintenant. Ce qui est mérité. Je dis bien ce qui est mérité. Parce que vous ne pouvez pas aller tuer vos frères camerounais et africains. Certains vont dire non, ils ne sont pas nos frères, mais nous sommes tous des frères africains. Nous sommes pour la plupart des Bantous d'ailleurs au Cameroun. Bantous, d'aucuns parlent même de semi-Bantous. Et bon voilà, Soudanais, ceci. Donc nous sommes des frères, que vous le vouliez ou non. Pour preuve, lorsqu'on part dans le Lébialem, la langue qu'on parle dans le Lébialem, c'est la même langue qu'on parle à Tchang. Donc ce que Phil Marshall parle, sa langue maternelle, c'est la même langue qui est parlée à Tchang. Et c'est ça. Donc dans le sud-ouest et le nord-ouest, il y a des populations, Grassfield par exemple. Il y a également des populations Sawa. C'est donc les mêmes peuples. Nous sommes donc des frères. Donc d'où vient cette guerre? Pourquoi faut-il que ce soit des langues étrangères qui viennent nous séparer? Tout ça simplement parce que le régime de Yaoundé n'a pas respecté les accords de l'époque, le fédéralisme qui existait. Tout ça parce que le régime de Yaoundé a refusé de dialoguer. Et je le dis aujourd'hui, j'ai insisté sur ça. Plus cette guerre va avancer, plus les soldats du BI vont être tués. Parce que les Zamba deviennent de plus en plus forts. Eux, ils mènent un combat de conviction. Tandis que les autres mènent le combat parce qu'ils sont payés pour mener ce combat. Les gars du BI sont payés. Les Zamba, eux, c'est la conviction. Vous voyez la différence? Et ils sont dans leur coin, dans leur région. Ils ne peuvent pas être vaincus. Ils ne peuvent pas être vaincus. Ils préfèrent mourir. Ils préfèrent tous mourir au lieu d'être vaincus. Et ils deviennent de plus en plus forts. D'ailleurs, ils mènent même des vidéos en ligne, des actions de combat.
Ils ont des capacités déjà incroyables. Ils peuvent faire exploser même des véhicules. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ce n'est pas possible de les vaincre. Et on l'a dit depuis le début, la seule chose qu'il faut, c'est dialoguer. Pour sauver le Cameroun, il faut dialoguer. Vous comprenez pourquoi il y a d'ailleurs même une urgence, vraiment, que le président élu, son excellence Kamto Maurice, Alain Sage prenne le pouvoir au Cameroun. Parce qu'il va dialoguer. Parce qu'il est la seule personne capable de sauver le Cameroun. D'offrir au Cameroun un pays avec un nouveau système, ou plutôt avec une nouvelle forme de l'État, le fédéralisme, car nous avons urgemment besoin de fédéralisme. Et moi je parle d'ailleurs même d'un fédéralisme des peuples. Donc le Cameroun devrait normalement se retrouver, normalement il devrait se retrouver avec un fédéralisme à au moins 10 États. Il faut noter que la Suisse, qui a d'ailleurs le meilleur système fédéral du monde, la Suisse, un petit pays de 8 millions d'habitants environ, utilise comme forme d'État le fédéralisme à 26 États. Ils appellent ça les cantons en Suisse. Ils ont d'ailleurs 2 demi-cantons parmi les 26 États. Donc ils ont 2 demi-États également parmi. Voilà donc la forme que la Suisse utilise. L'Allemagne, le pays le plus puissant d'Europe, 16 États, fédéralisme comme forme de l'État, avec 16 États. Et ces États-là sont évidemment un ensemble en fait de royaumes de l'époque. Ce n'est pas un hasard. Chaque peuple doit être respecté. La culture de chaque peuple doit être respectée. Il faut le fédéralisme au Cameroun parce que les préfets et sous-préfets, les procureurs et autres ne doivent plus venir de Yaoundé. Chaque État doit pouvoir avoir une autonomie à ce niveau-là. Chaque État doit élire ses gouverneurs. Par conséquent, on n'aura plus de préfets. La police dans chaque région dépendra, dans chaque État dépendra des gouverneurs de ces États-là. Ça veut dire que le peuple doit avoir le droit de dire il y a tel monsieur, tel policier qui a posé tel acte, on ne le veut plus. Car le policier est là pour protéger la population et non pour terroriser la population. Évidemment, dans le fédéralisme, il y a toujours pour chaque État une police. Il y a également la police fédérale. Et la police fédérale, elle a d'autres tâches. Elle s'occupe des affaires de frontières. Elle s'occupe de d'autres choses. Mais les affaires courantes sont gérées par la police locale. Car la police doit être proche du peuple. Au Cameroun, il faut se le dire. Au Cameroun, lorsqu'on va à l'ouest du Cameroun, vous avez tous suivi la chronique d'Auréole Tchoumi récemment. Et ça, c'est presque le cas partout au Cameroun. Lorsqu'on va à l'ouest du Cameroun, on se retrouve avec avec nos frères Boulou comme sous-préfet, préfet à 80%. J'ai dit dans l'ouest du Cameroun, les Boulous sont partout, préfets, sous-préfets. On regarde même les procureurs, c'est eux. Commissaires divisionnaires, presque c'est eux. 80%. Les ressortissants de l'Ouest là-bas occupent moins d'1% des fonctions. C'est la même chose lorsqu'on va à Douala, au littoral. Nos frères Boulou occupent 80% des fonctions.
Mais avec le fédéralisme, ce ne sera plus possible. Avec le fédéralisme, tous les peuples du Cameroun vont pouvoir décider de qui doit les gérer au quotidien, qui doit les diriger, de leurs représentants au quotidien, ceux qui doivent les diriger sur le plan local. Parce que le peuple doit pouvoir décider. Le peuple doit pouvoir décider de qui doit faire partie de sa police, de celui qui doit gérer sa sécurité rapprochée. Cette police-là doit dépendre du gouverneur de chaque État. Il faut qu'on soit très clair. Et je le disais déjà dans cette allocution, en début de cette allocution, que notre pays, le Cameroun, évidemment, comme pratiquement tous les pays d'Afrique, est né de la conférence de Berlin de 1884 et qu'il n'est qu'un assemblage de plusieurs peuples. Des peuples qui ont été rassemblés dans un même pays sans prendre en compte le consentement de ces peuples-là. Non seulement ces peuples ont été rassemblés dans un même pays, mais parmi ces peuples-là, il y a également eu des divisions liées à la colonisation. Prenons déjà notre pays, prenons l'exemple, dans notre pays, on parle d'anglophones et francophones, alors qu'il s'agit des mêmes peuples. Alors que, comme je le disais, on a les peuples Grassfield, Bamileke, dans le Nozo. Je prends toujours l'exemple au sud-ouest, le Lébialem dans le sud-ouest avec les fils Marshall, qui ont comme langue maternelle la même langue que les Bamileke, par exemple, de Champal. On retrouve toujours dans le sud-ouest également les peuples Sawa. Mais maintenant, la seule nuance, c'est la langue anglaise. Donc la colonisation, après la Deuxième Guerre mondiale, effectivement, lorsque l'Allemagne, après la Première Guerre mondiale, lorsque l'Allemagne est obligée de quitter le Cameroun est partagé entre Français et Anglais. Et c'est comme ça que les peuples africains ont été divisés. Donc en fait, le seul système politique qu'on puisse utiliser d'ailleurs dans les pays africains nés de la conférence de Berlin, de la plus longue conférence qui ait existé dans l'histoire de l'humanité. Je dis bien la plus longue, ça veut dire en termes de durée. Cette conférence débuta en novembre 1884 pour s'achever en février 1885. Une conférence où étaient présents pratiquement tous les pays occidentaux, européens occidentaux. Ils se sont partagés l'Afrique lors de cette conférence sans les Africains, sans prendre en compte. Ils ont créé des pays africains, effectivement, c'était là, sans prendre en compte la diversité, les différences entre les multiples peuples africains. Ils ont divisé sans prendre en compte tout cela. Plus grave encore, pendant la colonisation, quand on prend le cas du Cameroun, ils ont divisé des peuples juste avec les langues coloniales, les langues du colon. On a d'un côté les anglophones, de l'autre côté les francophones. Alors que ce sont les mêmes peuples. Je l'ai déjà dit ici. Le Lébialem, il parle le Tchang pratiquement. La langue Bamileke, le Tchang. Lorsque nos frères également du Nozo, du Nord-Ouest, parlent, les Bamileke comprennent de manière générale. Lorsque les Bamileke parlent, eux, ils comprennent. C'est ça qui est la réalité. De l'autre côté, au sud-ouest toujours, il y a le Lébialem qui est Bamileke en fait, dans le sud-ouest. Mais il y a également une grande partie Sawa dans le sud-ouest. Ce sont là les réalités. Donc, le régime de Yaoundé
aurait dû comprendre que le fédéralisme, c'est la seule solution. Et depuis des années, les uns et les autres ont demandé au régime de Yaoundé d'accepter l'instauration du fédéralisme au Cameroun, au régime du despote Paul Biya. Il ne l'a pas fait. Il a plutôt choisi de continuer de réaliser des hold-up électoraux, que ce soit aux élections législatives, municipales, ou même évidemment présidentielles. Mais en réalisant ces hold-up électoraux, au moins il aurait pu travailler. Regardons la tragédie dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est grave. C'est grave. Heureusement pour nos frères du nord-ouest et du sud-ouest, le régime de Yaoundé ne pourra jamais vaincre. Il ne pourra pas vaincre. Mais le sang continuera de couler. Il continue de couler. Comme je l'ai dit, les Amba Boys sont devenus encore plus forts. Et plus cette guerre va continuer, ils seront de plus en plus forts. Et si on se considère comme des frères, je l'ai dit, nous sommes les mêmes peuples, alors il faut qu'on s'asseye, on discute. On trouve des solutions. Un fédéralisme qui va permettre à ces peuples-là de vivre comme ça se doit. Nous devons trouver des solutions. Nous devons trouver des solutions. Et pour sauver le Cameroun, c'est pour ça que je vous ai dit, il y a la possibilité de le faire, mais pour ça il faut le président légitime. Ça comme Thomas Salia se sache. Il faut de nouvelles élections transparentes et mettre quelqu'un qui veut le bien des Camerounais. Et je vous donne la solution pour sauver le Cameroun. On l'a toujours dit, il faut le fédéralisme. Et pour rassembler tous les Camerounais au-delà du fédéralisme, il faut instaurer dans les divers États comme langue officielle les langues des populations de ces États-là. Ça veut dire au-delà de l'anglais et le français, il faut que d'autres langues officielles soient les langues des populations locales. Au Nigeria, les Écossais ont adopté récemment comme langue officielle ils appellent ça le Yoruba, si je ne me trompe pas. Voilà. Ils ont adopté la langue officielle des populations locales. Originaire, si on peut dire autochtone, voilà. La population autochtone. Ça veut dire quoi? Si dans le Lébialem, il parle la même langue qui est parlée à Tchang. Si dans des zones pareilles, dans un état pareil, au-delà d'avoir l'anglais comme langue officielle, il y a également la langue maternelle comme langue officielle. Ça veut dire que ça permet de lier déjà toutes ces zones-là. Ça veut dire, sur le plan linguistique, le Camerounais qui est dans l'état où une langue comme le Tchang est parlée de façon officielle, ça c'est un exemple. Ce Camerounais-là va se sentir très à l'aise sur le plan linguistique. Sur le plan linguistique, par exemple, dans l'autre état. Ça veut dire on va se retrouver avec des états, et c'est ce qui serait très intéressant, avec des états où il y a d'un côté il y a la langue française comme langue officielle, mais il y a également une même langue d'autochtone comme langue officielle. La même chose partout. On va se retrouver dans des états où il y a une langue sawa utilisée comme langue officielle, l'anglais également utilisé comme langue officielle, dans d'autres, une langue sawa utilisée comme langue officielle et le français utilisé comme langue officielle. Du coup, entre anglophones et francophones, les uns et les autres se rendront compte qu'en réalité, nous sommes le même peuple. Puisque dans nos états, nous ne parlons pas que français ou anglais comme langue officielle. Nous parlons également nos langues maternelles qui sont communes comme langue officielle. Des langues maternelles communes. Et ces langues maternelles, comme je l'ai dit, doivent être les langues des populations autochtones de ces régions.
Et je vous le dis, dans le nord-ouest et le sud-ouest, plusieurs peuples ont les mêmes langues maternelles que des peuples de la région de l'ouest du Cameroun et des peuples de la région du littoral du Cameroun. Y compris même, si je m'amuse, les peuples de la Damawa, les Tikars. C'est ainsi qu'on va libérer notre pays, le Cameroun. Donc soyons à Paris ce 3 juillet 2021 pour réclamer un dialogue national inclusif. Et ce dialogue-là doit avoir des résolutions claires. Une réforme consensuelle effectuée du système électoral, l'adoption du fédéralisme comme forme de l'État du Cameroun. Évidemment, pour qu'il y ait dialogue, le préalable est l'arrêt sans condition des massacres dans le Nozo, du génocide, de la guerre. Évidemment, on réclame là, il faut la libération sans condition de tous les prisonniers politiques. Et là, on va parler pour le bien de notre pays, car nous sommes tous des frères. Il y a plusieurs peuples au Cameroun, mais plusieurs peuples. Nos peuples ont de manière générale quelque part une histoire commune. Sur le plan linguistique d'ailleurs, on constate, certes le Cameroun est un pays avec plus de 200-300 ethnies, mais quand on regarde les langues, les différents groupes de langues au Cameroun ne sont pas plus de 10. C'est pour ça que lorsqu'on parle en réalité de fédéralisme, avec des langues locales qui doivent être utilisées, des langues locales doivent être utilisées comme langue officielle, on n'aura pas plus de 10 langues officielles locales. Et je dois rappeler que nous sommes au moins 25 millions de Camerounais et que la Suisse, avec ses 8 millions de Suisses, la Suisse a 4 langues nationales. Allemand, qui est la première, parce qu'ils sont plus nombreux, ceux qui parlent allemand, il y a le français, il y a l'italien. Et il y a une dernière langue, voilà, il y a une dernière langue, comment elle s'appelle, j'oublie le nom, je vais vérifier. La Suisse est à 4 langues nationales. Et ils sont 8 millions les Suisses. Mais parce qu'il faut respecter chaque peuple, parce qu'il faut respecter la culture de chaque peuple, ils ont 4 langues nationales. Il n'est pas question d'écraser la culture d'un peuple. Il faut respecter la culture de chaque peuple. Et c'est ce qui a dépassé le régime Biya. Au lieu de respecter la culture de chaque peuple, le régime Biya a plutôt exacerbé le tribalisme. Alors que normalement, la diversité devait être une force. Ce Cameroun, en miniature, devait être une force. D'ailleurs, l'une des définitions du fédéralisme est l'unité dans la diversité. Donc moi, je serai à Paris pour revendiquer ce dialogue national-là qui doit avoir un dialogue national inclusif avec tous les Camerounais sans exception. Sans exception. Voyez-vous? Donc on ne peut pas avoir un dialogue sans les filles Marshall. Il faut le dire clairement. On ne peut pas avoir un dialogue sans le président élu. Et dire que ce dialogue, sans le président élu, son nom comme Thomas Saleh le Sage, et dire que ce dialogue est inclusif. On ne peut pas avoir un dialogue sans le président Sissoko Ayuk Tabé. Tout le monde doit être présent. On ne peut pas régler les problèmes, dialoguer juste avec les amis. On doit dialoguer même avec ceux avec qui on ne s'entend pas. Ceux qui sont, entre guillemets, nos ennemis. C'est ça que nous voulons. On peut revendiquer un véritable dialogue national inclusif. Asseyons-nous, parlons entre nous. Nous sommes des peuples frères, parce que le Cameroun n'est pas un peuple unique. Le Cameroun est composé de plusieurs peuples. Nous sommes des peuples frères. Asseyons-nous et réglons nos problèmes. Nous pouvons le faire. Mais ce dialogue national inclusif doit être sous l'égide des Nations Unies et des pays véritablement amis des peuples camerounais. Et ce dialogue doit être un dialogue aux résolutions contraignantes. Ça veut dire,
lorsqu'on décide que le fédéralisme comme ça, comment doit être adopté, lorsqu'on décide que bon, ok, voilà ce qui doit se passer au niveau de la réforme congé effective du système électoral, alors que cela soit effectivement mis en œuvre et appliqué. C'est pour ça que je parle de résolution contraignante. Que cela soit appliqué par toutes les parties prenantes. C'est ça qu'il est question. Soyons tous à Paris ce 3 juillet 2021. Soyons à Paris. Ceux qui veulent encore que le Cameroun reste ce qu'il est, soyons à Paris. Car, je vous l'ai dit, nos frères de l'Amazonie ne peuvent pas perdre la guerre contre le régime Biya. Les États-Unis ont perdu au Vietnam. Ce n'est pas le régime Biya qui pourra vaincre les Amazoniens, qui deviennent forts de jour en jour. Et cela implique quoi? Cela implique que chaque jour qui passe, l'indépendance de l'Amazonie devient une chose concrète. Parce que comment est-ce que si on ne s'arrête pas là et on dialogue, on pourra encore vivre ensemble? Puisqu'il est impossible pour le régime de Yaoundé de les vaincre militairement. Et nous n'allons pas soutenir, nous ne pouvons pas soutenir, et je n'ai jamais soutenu, nous ne pouvons pas soutenir des soldats du BI qui partent massacrer, faire des génocides dans le Nozo. J'en profite d'ailleurs pour inviter mes soeurs et frères camerounaises, camerounais de ne plus se faire recruter dans le BI, car le BI est devenu une machine génocidaire, une machine à tuer les Camerounais. Le BI devait pourtant avoir pour vocation de protéger le peuple camerounais. Mais il tue les Camerounais. Donc celui qui entre dans le BI aujourd'hui au Cameroun est conscient déjà du fait qu'il va aller tuer ses frères dans le Nozo. Il est conscient de cela. Donc pour de l'argent, il décide d'aller tuer ses frères dans le Nozo. Alors, il ne doit pas pleurer. Sa famille ne doit pas pleurer quand il se fait de façon légitime tuer par nos frères du Nozo qui sont en légitime défense, il faut le dire. Parce qu'il n'y aurait jamais eu ça, cette guerre dans le Nozo. D'ailleurs, même ce génocide, on a vu les bébés morts être tués, on a vu les soldats du BI tuer des femmes enceintes et autres dans ces régions-là, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Il n'y aurait jamais eu ça si le régime de Yaoundé avait tendu l'oreille, avait dialogué avec nos frères du Nozo. Et ce qu'ils revendiquaient était juste, et c'est toujours juste. De la même façon que le régime se comporte aujourd'hui avec les militants du MNC ou sympathisants qui sont incarcérés pour avoir manifesté ou pour avoir voulu manifester. Les manifestations sont interdites dans un pays où on a en fait normalement la Constitution offre le droit à la manifestation sous déclaration. Donc exactement ce qui se passe au Nozo, là maintenant ça a commencé, le régime de Yaoundé fait ça également en zone francophone. Et le régime de Yaoundé ne sait pas, n'a pas encore pu comprendre que chaque chose a ses limites. Même les francophones un jour diront, c'est trop, c'est trop. N'oublions pas que dans les années 60, il y a eu un génocide dans la zone francophone. Bamileke et même Bassa. Parce que les francophones également savent revendiquer leurs droits. N'oublions pas que même ces francophones-là, c'est pratiquement la jeunesse francophone, les actifs de la diaspora francophone, qui ont réalisé l'inédit pour la première fois dans l'histoire mondiale, dans l'histoire des révolutions, des résistances. Ils ont réalisé l'inédit, cette diaspora francophone, activiste francophone de la diaspora, en chassant d'Europe un chef d'État en fonction
C'est inédit. Donc même les francophones vont se lever. Mais seulement je demande aux francophones, il est temps. C'est maintenant qu'il faut se lever. Sinon, ça risque d'être plus compliqué par la suite. Sinon, on risque d'avoir Franck au pouvoir pendant 40 ans, en train de toujours combattre. Il va venir plus jeune, avec plus de rage. Regardez, au Gabon, Bongo, Ali est toujours présent. Quand est-ce qu'il partira? Regardez au Togo, Fauré Gnassingbé est toujours présent. Déby, fils qui a pris le pouvoir, ça ne sera pas facile de le faire partir. Or, il faut qu'ils partent. Tous ces dictateurs, nous ne sommes pas des monarchies, doivent partir. Donc rendez-vous à Paris ce 3 juillet 2021. Tous à Paris. Tous à Paris ce 3 juillet pour dénoncer les dérives totalitaires du régime Biya. Revendiquer un véritable dialogue national inclusif aux résolutions contraignantes. Revendiquer l'arrêt du génocide dans le Nozo. Allons à Paris. Dis non au gré à gré en préparation. Oui, nous ne sommes pas une monarchie. Oui, Ngongo Ferdinand n'est pas le président de la République du Cameroun. Il n'a jamais été élu par le peuple camerounais. Même participer à une élection, il ne l'a pas fait. Ce n'est pas lui qui doit diriger le Cameroun. Or, notre pays est dirigé sous haute instruction des chefs d'État par Ngongo Ferdinand en personne. Ils seront nombreux à Paris. Je vous remercie.